Le cercle RH, tiens, on fait focus sport aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire de sport sur le plateau, on va parler des contrats de travail et je dirais de cet univers un peu particulier qui est le monde du sport professionnel, dans le football évidemment, avec la Ligue 1, la Ligue 2, parce qu'ensuite il y a des contrats un peu différents en fonction de l'endroit où on se situe dans la hiérarchie. On va en parler avec des experts. Alors ça va vous amuser parce que Pierre Ferracci est avec nous, président de Paris FC. Alors on va parler évidemment football, c'est votre passion. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous organisez vos journées, parce qu'à côté, vous êtes président-directeur général du groupe Alpha, vous êtes dans le social, c'est le conseil. L'un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'un. Comment ça se passe là? Parce que vous avez deux belles entreprises. Oui, ça donne quelques idées. Je travaille beaucoup sur les questions d'emploi, de formation professionnelle dans le groupe Alpha. Donc ça donne quelques idées dans le football pour s'occuper justement des jeunes et puis de leur itinéraire professionnel et de la façon d'arriver sur le marché professionnel qui est un peu compliqué, avec quelques spécificités françaises dont on va parler, qui rendent les choses parfois plus compliquées qu'ailleurs et qui mériteraient d'être revues ou corrigées, notamment à la lumière de la crise que le football connaît aujourd'hui. Bien sûr. Qui va impacter durablement ses structures économiques et sociales. Alors on a essayé, je vous présente Jean-Christophe Guy. Bonjour Jean-Christophe, avocat spécialisé en droit du travail et droit du sport. Vous étiez venu il y a quelques semaines et on s'est dit mais c'est tellement important, sérieux ce sujet, et puis très grand public après tout, mais on ne voit que les joueurs courir. Mais derrière ces joueurs, il y a des avocats, il y a des agents, il y a des contrats qui sont signés, qui les lient à des clubs. Vous êtes au cabinet Ilexen, et puis on a essayé de contacter, malheureusement, on n'a pas réussi à les avoir, le syndicat des joueurs professionnels, parce qu'ils ont leur mot à dire dans toutes ces négos. D'abord, juste Pierre Ferracci, sur le volet contrat, Paris FC a des ambitions. Vous dites aujourd'hui, nous souhaitons, je souhaite, et vous allez y mettre les moyens, devenir le deuxième club de la capitale, puisqu'on l'évoquait en coulisses, toutes les grandes villes, toutes les grandes capitales, et pas forcément des capitales d'ailleurs, ont 1, 2, 3, 4 équipes et qui créent de l'émulation. Ça veut dire qu'il faut signer des contrats de travail avec des joueurs qu'il faut payer cher, de haut niveau, j'imagine, pour parler un peu foot. Oui, alors quand on est le Paris FC, qu'on n'a pas les moyens du grand club d'à côté, qui est contrôlé par un État tout-puissant, on joue la carte des jeunes et de la formation. Et jouer la carte des jeunes et de la formation, c'est regarder un peu quelles sont les spécificités des contrats qui peuvent accompagner la carrière d'un jeune. Alors, il y a deux spécificités en France qui distinguent des pays voisins, je parle sous le couvert de Maître Guy. Il y a tout jeune l'accord de non-sollicitation, ce qu'on appelle l'ANS, qui permet en gros de bloquer un jeune dès l'âge de 12-13 ans. Et de le bloquer pour lui faire ensuite un contrat d'aspirant et aller vers le contrat pro. Pour le garder dans le club le plus longtemps possible, pour l'amener au... Tout à fait. Sauf qu'il y a une autre spécificité qui joue contre la capacité de garder des jeunes, c'est que quand on fait signer un contrat pro à un jeune, chez nous, le contrat est d'un maximum de 3 ans. Alors qu'il est plutôt de 5 ans et même de 6 ans dans des pays voisins. Moi, je le dis clairement, en tant que citoyen et en tant que président du Paris FC, je préférais qu'un jour, alors ça part au départ d'une idée généreuse, l'ANS, c'est de protéger les clubs qui ont des jeunes joueurs. Bien sûr. Ça a été un peu détourné et aujourd'hui, c'est les grands clubs qui viennent faire signer des ANS, parfois dans des clubs un peu moins huppés. Nous, on a été victime de ça pendant des années. On est un peu mieux protégé aujourd'hui puisqu'on a un centre de formation qui est labellisé pro. Oui. Donc, moi, je préférais qu'on regarde et peut-être qu'on marginalise un petit peu les ANS, mais par contre qu'on étende la possibilité de signer un contrat professionnel pour 5 ans ou peut-être pour 6 ans. Alors, je comprends que l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui a ouvert la porte, soit un petit peu... Mais c'est normal qu'elle soit un petit peu regardante. Il y a l'intérêt des clubs, il y a l'intérêt des joueurs. Bien sûr. Et je comprends que l'UNFP dise pourquoi pas un contrat de 5 ans, mais à condition qu'on travaille sur l'itinéraire de joueur, sur son cursus, et que ça ne soit pas simplement un moyen de faire du trading et de vendre les joueurs le plus vite possible. Parce qu'on va en parler. C'est un vrai débat, et je pense qu'il faut le traiter de façon intelligente par un compromis social avec le syndicat des joueurs et avec les instances du football. On va en parler avec vous parce que Jean-Christophe Guy, la France est un exportateur. C'est très très moche parce qu'on a l'impression que ce sont des chevaux et les joueurs de foot sont des citoyens, des êtres humains. Mais en termes de business, de fait, la France, deuxième exportateur. Sa balance commerciale n'est pas très bonne sur le plan commercial, mais en tout cas sur le plan footballistique, on exporte des joueurs. C'est-à-dire qu'on fabrique des champions, quoi. On fabrique des champions et on les vend. Enfin, on les vend. On cède la titularité des contrats moyennant indemnité à des clubs généralement européens plus huppés.
Alors, ça veut dire deux choses. L'Angleterre, pour le citer, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, bon. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la qualité des centres de formation français est bonne, et ça c'est reconnu partout dans le monde. Ça veut aussi dire que les clubs français n'ont pas les moyens de conserver leurs meilleurs joueurs. Exactement. Donc c'est un bilan contrasté. On peut être satisfait du premier constat, un peu moins du second. Mais excusez-moi de faire la métaphore, mais c'est comme si nos polytechniciens partaient tous chez Apple et Google. Excusez-moi, ça ressemblerait un peu à ça. Comment on fait pour protéger et permettre aux clubs qui s'investissent avec des entraîneurs, des équipes pédagogiques, de garder nos champions pour en faire finalement des vedettes des clubs français? Alors, il y a deux sujets. Il y en a un qui est économique, et vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Il faudrait que le trading des joueurs pèse beaucoup moins dans les ressources des clubs que ce n'est le cas aujourd'hui. Ben oui. Le football français, il a deux faiblesses. C'est le poids des droits audiovisuels, et quand il y a le fiasco de Mediapro, on voit que c'est en difficulté grave le football français. Et puis le poids du trading, parce qu'effectivement, il y a la qualité de la formation, mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas passer son temps à équilibrer les comptes d'un club en cédant des petits jeunes comme ça qui partent en Allemagne et en Angleterre. Mais bien sûr. Le club équilibre. Donc, il faut retrouver un autre équilibre avec un autre modèle économique. Avec la billetterie, les hospitalités, le sponsoring qui pèse beaucoup plus chez nous, qu'aujourd'hui, et qui pèse autant par exemple qu'en Allemagne, où il y a un modèle un peu plus vertueux. Juste tous les deux, parce que vous êtes des observateurs et des acteurs de cette chaîne économique. C'est vous qui les signez, les CDD spécifiques des joueurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme un patron, parce que vous êtes à la fois chef d'entreprise et puis à la tête de votre club, vous avez fait un choix technique, géré au COMEX, en disant nous on voudrait ce joueur va être approché, une négo va s'engager, ce joueur un jour ou l'autre va dire oui, et à ce moment-là il est devant vous. Bien sûr. Avec son agent, j'imagine. Avec son agent en général, oui. En général. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que je voulais vous amener à dire. Et là, donc, vous êtes accompagné de votre conseil, j'imagine, ou seul? Oui, on est seul, on a des moyens techniques dans les clubs. Bon, après, les agents, pour être clair, il y en a très bons, il y en a très mauvais, comme dans toutes les professions. Bon, je rappelle souvent aux joueurs que quand on recrute dans le groupe Alpha, par exemple, on n'a pas toujours besoin que celui qui est recruté soit accompagné par un conseil ou par un agent. On est d'accord. Et le club... C'est spécifique, ça, ce métier. C'est un peu spécifique, et parfois l'intermédiation coûte cher, surtout quand elle ne sert à rien, et puis parfois elle sert, et je ne vais pas jeter l'opprobre moi sur les agents, il y en a qui sont des agents de qualité, qui viennent de professions d'ailleurs réglementées pour certains d'entre eux. De plus en plus. Voilà, et puis il y en a qui font un peu n'importe quoi. Un agent de qualité, c'est celui qui trouve l'équilibre entre l'intérêt du club et l'intérêt du joueur. Sur quoi? Sur la durée, sur le montant? Sur la durée, qui évite de faire bouger son joueur tous les ans pour prendre des commissions au passage. Donc voilà, et il y en a qui le font et de façon très intelligente. Donc oui, on signe des contrats, des CDD. Et, spécifique, c'est le mot, c'est ça. Aujourd'hui, oui. CDD spécifique. Tout à fait. Spécifique, c'est des contrats professionnels. Et vous vous mettez d'accord sur la durée du contrat de travail, parce que vous recrutez chez Alpha, parce que c'est la même chose, vous dites c'est CDD, Sauf que chez Alpha, je recrute la plupart du temps en CDI. Voilà. Il y a parfois des CDD, mais la majorité des recrutements, c'est en CDI. Mais dans les clubs, il y a une partie du personnel qui peut s'embaucher en CDI. La plupart du temps, ce sont des CDD. Jean-Christophe Guy, juste pour faire du droit du travail, puisqu'on en fait beaucoup sur ce plateau, il y a quand même l'expérience collaborateur dont les entreprises parlent beaucoup, et chez Alpha, j'imagine que c'est un sujet. L'expérience collaborateur, c'est dire aux footballeurs, écoutez, voilà, vous avez un très très beau vestiaire, la pelouse est formidable, vous aurez la voiture qui va bien. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la négociation du joueur, comme un cadre supérieur qui dit il me faut un téléphone, il me faut l'école des enfants, il me faut... Évidemment. Ça négocie là-dessus. Oui, et puis il n'y a pas que la rémunération telle qu'on l'entend de manière spontanée, c'est-à-dire le salaire qui tombe tous les mois. Il y a aussi des primes qui peuvent être spécifiques. But, liées au comportement, liées à la performance. Il peut y avoir un certain nombre d'avantages en nature. La liberté contractuelle est très grande. Donc on peut tout imaginer sur un contrat. S'agissant de la rémunération, on peut imaginer énormément de choses. C'est vrai que l'importance du cadre, du projet est forte. Bon, nous, depuis qu'on était à Orly, dans un lieu où on a beaucoup investi... C'est un très bel endroit. Oui, c'est un très bel endroit et c'est attractif. Auparavant, on avait des installations qui étaient plutôt un repoussoir pour les joueurs. Donc, ils tiennent compte de ça. Et effectivement, il y a des éléments de rémunération supplémentaires qui viennent se greffer au contrat. Il faut que tout ça fasse système. Et surtout, qu'on veille à préserver une cohérence pour l'ensemble de l'effectif. Alors, justement, Pierre, si vous avez des écarts sur le plan hiérarchique trop importants, ça peut arriver dans les très grands clubs. Ça met la zizanie, comme dans une entreprise où la hiérarchie n'est pas
légitime n'est pas assumée. Ça, c'est très intéressant. Encore une fois, cette passerelle avec l'entreprise, tiens, c'est vraiment intéressant. Il faut réussir à avoir des individualités qui se marient au collectif. Et ça, c'est votre boulot, Pierre Ferracci, j'imagine que, et votre boulot avec les entraîneurs, avec ceux qui connaissent le marché, c'est l'alchimie de talents, mais qui se marie avec le groupe. Ça, c'est compliqué à faire. Oui, et ça passe par une hiérarchie des rémunérations qui est raisonnable. Et c'est pas facile, hein, parce que chaque joueur arrive avec son passé, son expérience, sa demande, ses agents, et c'est pas facile de rester dans un cas. Nous, on y arrive aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. C'est bouclé, là, vous êtes au clair dans votre équipe, là? Oui, on a encore 3-4 recrutements à faire. Ouais, il y a encore un peu de délai, là. Oui, il y a encore un peu de délai jusqu'à la fin août. Vous savez, le marché aujourd'hui est très compliqué, ce qui fait que les choses vont se décanter avec un peu de retard par rapport aux saisons précédentes, mais on a un effectif qui commence à être quasiment au complet. Vous savez qu'il vous manque 4 joueurs, là, sur des postes? Oui, encore 4 joueurs, oui. Dont 2 sont bien avancés déjà, et puis il y a 2 autres, on va se donner un peu plus de temps pour les trouver. Quand vous dites bien avancés, ça veut dire que vous êtes... Là, les premiers cafés, les premiers déjeuners ont eu lieu avec les agents. Vous avez déjà vu les joueurs. Vous avez, enfin, quand même, c'est comme un recrutement de haut niveau pour un cadre dirigeant. Vous êtes d'accord? Il faut quand même... Avec de la concurrence en plus, avec d'autres clubs qui féroce, donc avec des délais contraints. Voilà, ça c'est une spécificité quand même. On ne recrute pas n'importe quand dans un club. On a ces périodes qu'on appelle mercato, deux périodes dans la période officielle de transfert, en dehors desquelles, sauf exception vraiment, on ne procède pas à des recrutements. Alors je le précise, hein, vous n'êtes pas agent de joueur et vous l'avez bien dit la fois dernière, c'est important de le préciser. Vous intervenez à quel moment, vous, dans la chaîne, en tant qu'avocat spécialiste de ces questions? Parce qu'il y a les agents qui vont essayer de trouver le bon arrangement pour le joueur et pour eux. Vous faites quoi? C'est quoi l'ingénierie de l'avocat spécialisé? Un contrat, dans tous les domaines, c'est une rencontre de volonté. C'est ça un contrat. D'ailleurs, un certain nombre de contrats ne nécessitent pas d'écrit. Ici, évidemment, puisqu'on est dans le CDD... Plus que jamais. Plus que jamais, mais c'est une condition légale. Un CDD ne se conclut que par écrit. La mission de l'avocat, c'est de mettre en musique un accord, parce que se dire quelque chose, se mettre d'accord sur quelque chose et le formaliser de manière claire et sécurisante pour chacune des parties, eh bien, ce sont deux choses différentes. Le diable peut se cacher dans les détails et essentiellement le travail de l'avocat ici est de boucler un accord qui évidemment sécurise son client, mais à la fin des fins, un bon accord, c'est un accord qui est bon pour tout le monde. Donc vos voilà, clients sont des le clubs, travail est là. Par exemple, ça peut être des clubs? Ça peut être des clubs, ça peut être des joueurs. Ça peut être aussi des joueurs. Bien sûr. Qui, en plus de l'agent, viennent sécuriser le contrat. Oui, c'est possible. L'agent n'est pas indispensable non plus. Tous les joueurs, presque tous les joueurs ont des agents? Pas tous? La plupart. Ouais. La plupart. La plupart ont... Pierre Ferracci, il faut quand même que ça matche. C'est-à-dire, vous avez un talentueux, mais on sait qu'il est jamais à l'heure aux entraînements. Ça se sait. Mais comme dans l'entreprise. Non, mais comme dans l'entreprise. Le parallèle est intéressant. Non, mais je me permets de le dire. Aujourd'hui, depuis un mois, les patrons qui viennent sur ce plateau nous disent, nous, on est à la recherche de talent. Le talent. On cherche des talents. Et pas plus tard qu'hier, un chroniqueur nous disait, attendez, il y a talent et compétences. Parfois, on veut recruter un talent, puis en fait, on recrute que des compétences. Vous êtes exactement dans cette problématique. Ah non, mais il y a l'aspect juridique. Hein. On a un juriste, on a un cabinet d'avocats sur lequel on s'appuie quand il y a quelques difficultés, ça peut arriver. Mais après, il y a une cellule de recrutement et puis il y a un choix définitif qui est fait par l'entraîneur, par le directeur sportif et par moi, en l'occurrence. En général, je tranche. Moi, je regarde, je laisse les techniciens s'occuper de la partie sportive. Hein. C'est leur cadre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la personnalité du joueur et sa capacité à respecter les règles de vie collective. Et elles ne sont pas les mêmes d'un club à un autre, chaque club a sa culture, et ça c'est très important. Quelqu'un qui déraille, il peut mettre en danger le collectif, il se met en danger lui-même parce que ça ne matchera pas avec l'entraîneur, donc c'est très très important. La compétence d'un joueur, c'est bien sûr sa capacité à manier un ballon et à être super sur le plan technique ou sur le plan physique, mais c'est aussi une personnalité et quelqu'un capable de se fondre dans le collectif. Et qui représente. Regardez dans l'Euro, hein, les équipes qui vont se retrouver en finale sont des équipes qui sont qui ont un collectif très fort, et dans les clubs, c'est la même chose. Oui. Et c'est pas toujours facile, et je le dis, dans le Paris FC, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments où le club était, où l'équipe était un peu moins cohérente. À cause d'individualité, parfois ça peut être à cause d'un coach qui tient mal ses équipes. Il y a un problème de management aussi au quotidien. J'allais y venir. Bien sûr, mais c'est un enjeu essentiel. La qualité technique ne suffit pas. Entreprise, club de foot, la relation au management, la relation au collectif. Mais pour un consultant, vous savez, c'est pareil. Il faut qu'il ait des qualités techniques et puis après il faut qu'il se fonde dans un collectif. C'est jamais un travail individuel et donc il faut qu'il accepte aussi les contraintes ou les avantages d'ailleurs du travail d'équipe.
Est-ce que le marché du football, parce que Pierre Ferracci a mis les pieds dans le plat au début, il dit il faut quand même revoir un certain nombre de choses. La crise Covid n'a rien arrangé puisque la billetterie est à zéro. Les clubs sont en difficulté. Je ne sais pas comment. Mais la crise Mediapro pèse plus que la crise Pour Covid, vous, c'est pour plus être clair. Ah ben bien sûr. Mais l'accord signé avec Canal et Amazon, ça se cumule. qui ne récupère pas il y a un recul quand même. Il y a un recul. Il y a un recul énorme. Un recul considérable. Donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour les clubs. Énorme. Donc ça veut dire, pour aller très très loin, que dans les recrutements, on n'aura pas les talents dont on rêve. Mais en tout cas, les masses salariales des clubs, parce que le recul est double. Il y a un recul par rapport à ce qui était envisagé avec Mediapro. Oui. Là, le recul est fracassant. C'est même pas 50% de ce qui était envisagé avec Mediapro. Et c'est même un recul par rapport aux 4 années précédentes avec Canal et beIN. Donc on était auparavant à un peu plus de 700 millions. On est autour de 650 millions. Ça, ouais. Voilà. Bon, donc, sauf que les clubs ont fait leur budget sur l'objectif Mediapro. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que en Ligue 1 comme en Ligue 2, il faut serrer les écrous et ça va être très compliqué parce que tout ça va durer 3 ans de plus. C'est pas simplement le problème de l'année précédente, enfin de l'année qui vient de s'écouler. Vous voyez, je fais une passerelle encore avec foot, monde de l'entreprise et en particulier les entreprises du CAC 40. Il y a eu des débats, pas cette année d'ailleurs, mais sur les salaires exorbitants des patrons du CAC 40. Le mérite-t-il, le parachute doré, puisqu'il y a quand même la fameuse clause dont on avait parlé, qui est à côté du contrat, qui permet aussi aux joueurs de pouvoir partir et de rompre plus tôt son contrat. Éclairez-nous sur cette clause, qui est interdite en France, que la FIFA accepte. Qui est officiellement interdit par les règles de la LFP, mais qui est notoirement pratiquée, les clauses libératoires. Oui. Pour le coup, c'est quelque chose dont les clubs profitent assez largement. C'est ce que disait tout à l'heure M. Ferracci. Quand on cède un joueur, c'est cela qu'on récupère. C'est le montant éventuellement prévu au titre de la clause libératoire, c'est-à-dire la clause qui permet la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée. Donc là, c'est plutôt une ressource pour le club. Ça permet de rompre plus tôt. Enfin, une ressource à court terme. À court terme. À court terme, c'est une ressource. Après, si ça fait chuter les résultats sportifs, ça peut être tout à fait problématique. La clause libératoire, on libère le joueur, il n'est pas loué au club pour qu'il revienne. La clause libératoire, le joueur part au Barça. Stricto sensu. Il change de club. Transfert, et moyennant un nouveau contrat. Parce qu'il y avait aussi des prêts de joueurs. Oui, il peut être reprêté. Ce qui se passe d'ailleurs dans les clubs français, c'est que comme le trading pèse lourd et trop lourd, et c'est là qu'il faut changer le modèle et puis faire en sorte que demain il pèse un peu moins lourd, parce qu'on le disait au début de ce propos, la France est vendeuse quelque part parce qu'elle a des talents, mais qu'elle ne peut pas garder. Il ne faut pas que ça soit le modèle économique de base, que de céder des jeunes pousses. Il vaut mieux les garder, les utiliser. Mais effectivement, dans certains cas, les clubs, pour avoir des ressources, cèdent le joueur et touchent une indemnité parfois relativement importante, et puis se font prêter à nouveau le joueur. Donc ils ne peuvent pas le garder, j'allais dire, sous contrat. Mais ils peuvent l'avoir en location. Mais ils peuvent l'avoir en location en prêt. C'est des mots qui sont un petit peu gênants quand on parle d'hommes et de personnes. Mais malheureusement, c'est un petit peu la logique du football aujourd'hui. Et il faut éviter peut-être qu'elle ne prenne une importance démesurée. Et c'est là où la polémique peut arriver pour ceux qui sont les aficionados de ce sport que j'aime par ailleurs. C'est anti-sportif à certains égards. En termes de qualité d'équipe, quand vous avez un joueur qui part, qui revient, qu'il faut réintégrer au groupe, qu'il faut remettre en selle, enfin, vous êtes président d'un club. Donc ces logiques financières, elles sont parfois très contradictoires avec la logique entrepreneuriale, vous êtes d'accord ? Disons que l'argent a pris dans le football comme dans le reste de la société parfois un peu trop d'importance et malheureusement parfois les jeunes joueurs, au lieu de penser à construire une carrière et penser à s'amuser dans un premier temps, les euros, les millions, les salaires un peu démentiels tournent dans leur tête et parfois un peu trop. Et brisent leur carrière. Je pense que la crise va au moins avoir le mérite, de façon malheureusement un peu trop radicale et un peu trop brutale, de ramener tout le monde sur terre. Vrai pour tous les autres clubs européens ? Je crois que la crise, tout le monde revoit à la baisse. La crise est générale aujourd'hui. Les droits de télé baissent partout moins qu'en France, parce que nous on a eu en plus ce scandale Mediapro dont il faudra un jour tirer tous les enseignements. Mais il y a une crise générale aujourd'hui. Elle est plus marquée en France, à la fois parce que Mediapro est passé par là, et parce que, comme on l'a dit, la France cède des joueurs à l'étranger, le fait qu'il y ait une crise générale, ça pèse plus pour celui qui cède que pour celui qui achète. Celui qui achète, il va moins acheter, et celui qui vend, avec des ressources qui pèsent lourd dans son budget, il va être un peu plus en difficulté, et c'est le problème du football français aujourd'hui. D'ailleurs, on serre les boulons avant de nous quitter. On a beaucoup parlé des joueurs et de ce marché, de ces clauses libératoires, de ces enjeux de marché finalement, qui est un véritable marché, mais aussi les salariés des clubs. Qui sont eux, pour le coup, des salariés de droit commun. Souvent, c'est des entretien, espace vert, entraîneur, comptabilité, technique. Staff technique. Là aussi, on serre les boulons, là, ça va serrer. C'est pas non plus, dans les grands clubs, c'est
pas non plus là que les charges sont les plus écrasantes. C'est vrai. C'est les joueurs. C'est quand même les joueurs. Ce qui est assez logique, puisque d'une certaine manière, ce sont eux, je vais encore employer des mots curieux, mais les producteurs du spectacle sportif. Qui ramènent les autres sont un peu, si je peux dire, faire ce parallèle, des fonctions support. Donc c'est toujours comme ça. C'est toujours celui qui tire un peu l'activité. Il y aura sûrement un allègement des fonctions support aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Ligue 1 et en Ligue 2, dans les 3 ans qui viennent, les budgets des clubs vont baisser de l'ordre de 30%. C'est colossal. Alors pour certains, ça peut être 10, pour d'autres, ça peut être 50 ou 60, et pour certains, ça peut être pire encore. Regardez la situation de quelques clubs historiques, y compris en Ligue 1 aujourd'hui, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Votre affaire est réglée avec Angers, Paris FC, oui, mais parce que vous avez piqué un coup de gueule, parce qu'on revient au foot là, on revient au droit d'ailleurs. Ils vous ont dit mais il ne fallait pas prêter ce joueur, c'est quoi ces histoires? Non, mais c'est peut-être une affaire d'agent. D'ailleurs, on a recruté un jeune joueur venant d'un club espagnol, et puis il se trouve que l'agent de ce joueur est aussi l'agent d'un très bon joueur d'Angers. Il a prolongé le contrat du joueur d'Angers, et il en a profité pour faire passer le jeune joueur qui était chez nous en Ligue 1. Alors vous vouliez le garder d'ailleurs Non, on voulait le garder, puis on y était strictement pour rien, et en tout cas on n'a pas servi d'intermédiaire dans cette opération, ce qui serait totalement stupide, mais c'est aussi stupide pour Angers, parce que ça leur a coûté plus cher le fait qu'il passe chez nous que de payer les indemnités de formation au club espagnol. Exact. Donc c'est une histoire un petit peu de fou. Il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de... faut travailler la comptabilité quand même quand on est dans un patron d'un club de foot. Oui, et puis il faut se méfier des coups bas et de la volonté de certains d'aller chercher avec des moyens illégitimes de l'argent un petit peu partout. Je pense que ceux qui ont voulu se faire un petit peu d'argent sur le dos de ce jeune joueur ou sur le dos du Paris FC auront des comptes à rendre le moment venu. On voit à peu près d'où est venu le coup. Ouais, c'est ça. Il est où le joueur maintenant là ? Il est à Angers. Je ne sais pas quel est son statut, mais il est à Angers. Avant de nous quitter 10 secondes, les objectifs du Paris FC là, pour cette saison qui reprend ? Écoutez, ça fait 2 fois en 3 ans qu'on joue les play-offs pour monter en Ligue 1. Ouais. On va essayer de sortir des play-offs ou peut-être d'accrocher une des 2 premières places. Mais je dis toujours que la Ligue 1, ça ne se programme pas, ça se travaille. Ouais. Et parfois, ça vient un peu plus vite, parfois, ça va un peu plus tard. Vous savez, il y a 10 clubs de Ligue 2 qui vont jouer la montée cette année. Donc, avec des moyens importants également. Et il y a certains clubs, Jean-Christophe Guy, qui disent, moi, surtout que je n'aille pas en Ligue 1. Non mais vraiment, moi j'ai entendu, surtout pas la Ligue 1. Ce qui est compliqué, c'est de descendre. Donc parfois, on monte avec tremblement parce qu'il faut s'y maintenir. Et comme la Ligue 1 va passer à 18, il y aura dans 2 ans 4 descentes. Et je peux vous dire que ça fera peur à des clubs de Ligue 1. Et vous avez raison, la descente peut être c'est ça qui est terrible. Sur le plan économique notamment, et puis évidemment, ça dérégule aussi, ça bouleverse le marché. Ça déséquilibre tout. Merci messieurs, c'était un plaisir. Moi, longue vie au Paris FC, qui est un très bel endroit. Il faut aller voir le centre de formation d'Orly, c'est vraiment très beau. Pierre Ferracchi sera là ou pas d'ailleurs. C'est pas sûr qu'il soit là à vous ouvrir la porte. Vous serez bien reçu quand même. Président du Paris FC, président directeur général du groupe Alpha. On a fait cette navette entre le monde du travail traditionnel et l'univers du sport qui est un peu particulier, mais il y a des liens. Jean-Christophe Guy, merci de nous avoir éclairés. Avec grand plaisir. Avocat spécialisé en droit du travail et droit du sport au cabinet Ilexen. C'est bientôt terminé. Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'alternance. Tiens, ça peut concerner les footballeurs aussi, des alternants. 1 semaine à l'école, 3 semaines sur les stades de foot. L'alternance, ça cartonne et c'est aussi un tremplin pour l'emploi. On en parle avec le fondateur de Wisby.